Dernière partie, troisième partie de cette émission, ce premier Parlons Cash de l'année, en la présence de Jean-Luc Taureau. Bonjour Jean-Luc, ravi de vous accueillir. Vous faites partie aussi de la famille bienprévoir.fr, vous êtes responsable du Grand Est, tout à fait. Basé à Lyon. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'astuces concernant l'assurance vie, avoir quelques éclairages parce que il y a des idées reçues qui circulent. On pense parfois être bien protégé ou que ce n'est pas pour soi et vous allez nous prouver le contraire. On commence avec un premier thème qui concerne la protection du conjoint survivant. En effet, c'est une des raisons principales pour laquelle on peut souscrire un contrat d'assurance vie, protéger un conjoint en cas de décès. Il y a une idée reçue, c'est que si c'est au nom de ma femme, elle sera bien protégée si je disparais, quoi qu'il arrive. Voilà, l'idée c'est que très souvent dans les stratégies qui ont été mises en place il y a quelque temps et je dirais qui ont été toujours maintenues depuis toujours, cette fameuse assurance vie qu'on a dit c'est quelque chose qui est exceptionnel pour protéger le conjoint, on s'aperçoit que depuis 2010, on a eu de nouveaux éléments et entre autres la réponse ministérielle Baquet qui a fait que alors qu'on se croyait bien protégé en tant que conjoint, alors réciproquement, monsieur, madame, madame, monsieur, oui, ça va dans tous les sens. Voilà, on s'aperçoit que la réponse ministérielle va changer la donne alors qu'on n'a pas changé du tout de structure patrimoniale. En quoi ça change la donne, cette réponse ministérielle? C'est-à-dire que c'était une question d'un député qui a attiré l'attention du ministère et qui a fait une réponse qui finalement perturbe les stratégies patrimoniales. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, prenons le cadre tout d'abord initial, nous rencontrons dans 90% des cas, des couples mariés sans contrat de mariage, communauté légale réduite aux acquêts, dans lequel on a très souvent souscrit un contrat monsieur, avec bénéficiaire s'il arrive quelque chose, madame, un contrat madame, bénéficiaire, monsieur. La perversion de ça, c'est que les couples qui sont dans une communauté pensent en effet pouvoir séparer parce qu'on met une étiquette madame ou monsieur sur cette épargne et en fait le fisc ne voit pas ça comme ça lui. Alors voilà ce qui se passe, c'est que ces contrats, s'ils ont été souscrits avec des deniers communs, donc de l'argent de la communauté, que va-t-il se passer précisément dans le cadre du décès d'un conjoint qui a son propre contrat, qui a donné bénéficiaire l'autre conjoint survivant? Là on n'aura pas de souci, c'est-à-dire que la stratégie initiale va être préservée. Monsieur, par exemple, décède, madame va récupérer le capital complet hors droit de succession sans aucun droit ni frais. Parce qu'il y a son nom de bénéficiaire. Voilà, parce qu'il y a son nom bénéficiaire, parce que la loi et le code des assurances l'a prévu. Par contre, le contrat de madame qui existe toujours, ce contrat va se retrouver réintégré dans l'actif de communauté. Pourquoi? Parce qu'il a été souscrit avec des deniers communs. Et oui, et donc madame qui croyait être protégée, finalement va devoir... en tout cas, il y aura une partie de ce capital qui risque de lui échapper pour aller aux autres héritiers, le cas échéant. Alors, comment est-ce qu'on peut, parce que c'est ça qui intéresse ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut corriger le tir si c'est possible? Alors, on va avoir deux solutions. Une première solution qui va être l'utilisation du Code civil, tout simplement, en mettant en place un outil voilà, qui nous permet, cet outil va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle un terme un peu même très technique, la clause de préciput, qui va nous permettre, avant d'ouvrir la succession, de sortir de la communauté les contrats qui sont mis dans cette clause de préciput. Ce qui fait que, on reprend toujours le même exemple, monsieur décède, le contrat de madame, voilà, madame a toujours son contrat, on va le prélever, ce contrat, donc avant d'ouvrir la succession et même d'intégrer ces éléments dans la succession, ce qui fait que madame va complètement garder ce contrat. Cette solution va faire intervenir le notaire et il va falloir faire enregistrer, bien sûr, tous ces éléments chez le notaire. Alors, qu'on comprenne bien, j'ai souscrit un contrat sans me soucier des détails sur lesquels vous attirez mon attention. Je peux encore, il n'est pas trop tard pour créer cette clause, pour souscrire cette clause de préciput? Alors tout à fait. On peut faire rentrer dans cette clause de préciput tous les types de biens que l'on souhaite. Là, pour le cas présent, le contrat d'assurance vie. Attention, cette clause de préciput, on ne peut intégrer dans cette clause que des biens communs ou
issus, je dirais, dont l'origine sont des deniers communs. C'est-à-dire que si j'ai souscrit de mon côté avec de l'argent considéré comme non commun, par exemple un héritage qui m'est venu, voilà, c'est pas le sujet. Ça ne sera pas du tout le sujet. Pourquoi? Ça ne rentrera pas d'ailleurs dans la problématique des deniers communs. D'accord. Alors, on a bien compris, ça permet de rectifier le tir et d'éviter cette mauvaise surprise, mais c'est lourd, il faut passer devant le notaire. Voilà, il faut intégrer ces éléments. Il y a du civil à enregistrer. Donc, il y a une deuxième solution sur laquelle nous intervenons et nous auditons très souvent, c'est de créer un contrat en co-souscription. Alors, l'idée, c'est de reprendre la volonté de monsieur et madame de se protéger mutuellement avec des deniers qui étaient communs. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va créer un contrat en co-souscription. Monsieur et madame souscrivent sur le même contrat. Et au décès de l'un d'eux, le conjoint survivant, et on ne saura pas précisément l'ordre, donc on est bien protégé aussi bien si monsieur décède en premier que madame, l'ensemble de cette somme reviendra au conjoint survivant. Donc ça, pour reprendre mon exemple, si j'ai déjà souscrit un contrat traditionnel en pensant être protégé, il faut que je le dénoue pour revenir à un contrat de co-souscription. Alors, si on veut mettre cette stratégie en place, on va en effet restructurer une partie du patrimoine, mais on pourra tout à fait bien sûr garder les contrats qui existent. Pourquoi? Si au décès, on récupère du capital, si j'ai gardé mes anciens contrats ouverts, même à minima, je pourrais reverser les sommes dessus ce contrat d'assurance vie qui bénéficiera d'une antériorité fiscale intéressante et avantageuse. Voilà de l'ingénierie patrimoniale et fiscale qu'il faut avoir en tête en cas de souscription d'assurance vie dans une perspective de protéger son conjoint. Alors là, on va s'intéresser à un deuxième thème. Vous nous avez apporté une autre astuce qui concerne l'assurance vie après 70 ans. C'est vrai que souvent, l'assurance vie après 70 ans est moins sur le radar des Français parce que il y a un a priori qui concerne les avantages liés à ces souscriptions. Alors, oui, très souvent, on entend dire l'assurance vie au niveau successoral n'est plus intéressante après 70 ans. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus qu'un seul abattement de 30 500 €. Alors, pour rappel, l'assurance vie, même après 70 ans, reste très intéressante de par la liquidité. On peut racheter quand on veut. On a une fiscalité très légère. Et surtout, c'est que quand un homme a 70 ans, il a une espérance de vie de 20 ans. Et pour une femme, c'est de 23 ans. Donc, on a très souvent l'idée que quand je vais faire une assurance vie, et là je vais donner un exemple très concret, ce qui sera le plus simple, imaginons, je verse après mes 70 ans sur un nouveau contrat 100 000 €. Sur ce contrat, on va regarder au bout de 20 ans, avec un taux de rendement moyen, on va dire de 3,5% si on est sur des bons fonds euros et des bons contrats, sur 20 ans, j'arrive à doubler le capital. Que se passe-t-il si il y a décès après ces 20 années au niveau successoral? Alors, l'abattement des 30 500 € va se faire sur les primes versées et non sur la valeur du contrat. C'est ça le distinguo qu'il faut faire. Il y a les primes versées et la valeur finale du contrat. L'exemple, Donc on a versé 100 000 €. On a versé 100 000 €. Je déduis mes 30 500 €. Donc il va me rester 69 500 € qui vont être réintégrés dans l'actif successoral taxé normalement au droit de succession pour les réservataires. Ce que vous dites, c'est qu'on a gagné de l'argent qui, lui, va échapper à ça. J'ai par contre toute la plus-value, et dans l'exemple qu'on a pris, on double le capital pour ainsi dire en 20 ans, les 100 000 € vont être distribués aux bénéficiaires sans aucun droit, sans aucun frais, hormis la taxation CSG RDS. Donc, en effet, même après 70 ans, ce que vous nous dites, étant donné que l'espérance de vie se prolonge pour les hommes comme pour les femmes, ça peut rester un placement judicieux parce que les 30 500 ne concernent que les primes versées et pas justement les petits qui auront été faits par ce capital. On n'a pas du tout... C'est vrai que l'amalgame est souvent fait. On se dit c'est la valeur du contrat moins les 30 500. Ça, c'est la mécanique qui se passe avant 70 ans, sur les versements d'avant 70 ans, les 152 500 €, c'est sur la valeur de rachat du contrat. Après 70 ans, les 30 500 € d'abattement, c'est sur les primes versées. Et bien voilà, donc on a appris deux mots, enfin en tout cas, on vous a attiré notre attention sur deux mots, les primes versées et les préciputes, les clauses de préciputes qui sont importantes également. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci. À bientôt. Au revoir.